Donc bonjour, je m'appelle Nicolas Kozakiewicz, je suis Chief Innovation Officer à Worldline et je vous présente Antoine Giraud. Bonjour. De la société Bureau Veritas. On va vous présenter un retour d'expérience sur la blockchain. Donc effectivement, vous avez tous entendu parler de la blockchain et de toutes ses utilisations diverses et variées. Effectivement, beaucoup dans la banque avec les monnaies et les crypto-monnaies, mais aussi dans la traçabilité au sens générique du terme. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est des travaux qui ont été faits en partenariat entre Bureau Veritas et Worldline sur la traçabilité alimentaire. Cette présentation est en deux parties. La première partie, c'est juste une petite présentation, une petite introduction sur la blockchain, juste pour être sûr qu'on soit tous en ligne sur les terminologies, ce que la blockchain fait ou ne fait pas. Et ensuite, on va développer le cas de la traçabilité alimentaire. Ça vous va? Alors allons-y. D'abord, je commence par une petite définition, sûrement la plus petite définition pour tous ceux qui ont lu, tous celles qui ont lu des articles sur la blockchain. Voilà la définition que je donne. Donc, la blockchain, c'est avant tout un protocole. Et s'il y a un seul mot à vraiment se souvenir de cette présentation sur la partie blockchain, c'est que c'est un protocole, c'est-à-dire c'est du software. Ça s'implémente, c'est du code. C'est un truc qu'on maîtrise globalement assez bien dans le monde de l'IT, qui apporte deux fonctionnalités, la confiance et la traçabilité. Pas plus, pas moins, mais c'est déjà pas mal, dans un environnement multimarché et pour des solutions end-to-end. Par contre, il faut faire attention. La blockchain, ce n'est pas que la crypto-monnaie. On a entendu parler du Bitcoin, on a parlé d'Ethereum, on entend parler de beaucoup de choses. Alors effectivement, les crypto-monnaies font partie de la blockchain, mais c'est vraiment juste la partie visible de l'iceberg, et ce n'est pas forcément la partie vraiment la plus intéressante, en tout cas la plus intéressante pour nous, en tant qu'industriels. C'est une partie, mais nous, on va vraiment regarder la totalité. Donc la totalité, c'est que c'est un protocole qui résout un certain nombre de problèmes. Une autre problématique pour nous francophones, c'est la terminologie. Et oui, pas de chance pour nous en français, ledgers, ça se traduit par livre de compte. Et là, pas de chance, il n'y a pas de numéro de compte dans les ledgers des bitcoins. Donc le ledger, c'est en fait un livre dans lequel on peut mettre n'importe quel type d'information. On pourrait mettre des numéros de compte, mais en l'occurrence, il n'y en a pas. C'est vraiment un log d'information. Deuxième terminologie à laquelle il faut faire vraiment attention, c'est le minage. Évidemment, quand on parle de minage, on imagine tous un nain avec une pioche dans un tunnel, sous une montagne, qui est en train d'extraire de l'or. Pas du tout. Les mineurs, dans l'environnement de la blockchain, sont juste des gens qui font du processing de data. Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui font du processing de data, vous avez des collègues qui font du processing de data. Vous ne les appelez pas des mineurs pour autant, c'est des processeurs de data. Donc dans la blockchain, il n'y a pas de mineurs, il y a des gens qui processent de la data. Pareil, le consensus, on imagine toujours quelque chose d'excessivement égalitaire, une majorité ou des choses comme ça. Non, un consensus, dans le monde de la blockchain, c'est juste un moyen d'être d'accord sur un événement. Donc c'est un accord qui est trouvé. Alors je peux vous donner des exemples. Par exemple, dans les grandes entreprises ou tout en haut de l'État, il peut y avoir un accord de fait monopartite. Donc ce n'est pas une majorité, mais c'est une personne qui prend la décision. Mais ce qui est important, le consensus, c'est que la décision a été prise et elle est irrévocable. Et vous avez aussi entendu parler d'oracles. Donc les oracles ne sont pas des personnes avec des très longues barbes blanches qui ont une boule de cristal et qui vont faire deviner le futur. Un oracle, c'est juste un tiers de confiance qui va confirmer ou infirmer de l'information, un fait, un événement quelconque. Donc c'est pour ça, il y a vraiment la terminologie autour de la blockchain est un petit peu bizarre. Alors pourquoi? Je ne sais pas, je ne fais pas partie de l'équipe qui a inventé ça, mais je suppose que les mecs ils devaient jouer en même temps à Donjons et Dragons et puis ils ont dû un peu se mélanger les pinceaux, enfin, je ne sais pas. Une chose importante aussi, c'est quand on parle de blockchain, on parle de blockchain au pluriel. Il y a beaucoup de blockchains différentes. Comme je vous ai dit, c'est un protocole. Un protocole, ça s'instancie, donc ça s'instancie de façon différente. Donc il y a eu plein de variations différentes. Donc vous allez reconnaître le Bitcoin, Ethereum, mais en fait vous avez toute une ribambelle, vous avez plus de 1500 blockchains différentes. Alors je ne dis pas qu'elles sont toutes absolument différentes, il y en a qui se ressemblent énormément, mais il y a vraiment beaucoup de choix différents. Et pourquoi? Parce que comme c'est un protocole, ce protocole a été instancié pour répondre à des problèmes particuliers. Donc vraiment la blockchain est faite pour répondre à un certain nombre de problèmes particuliers. Donc si on regarde rapidement à quoi sert la blockchain, j'ai fait beaucoup de présentations et souvent on me pose la question, mais bon, ok, c'est quoi l'environnement classique dans lequel la blockchain c'est utile? Donc j'ai fait ce slide-là qui je pense résume assez bien. Si vous avez un groupe d'utilisateurs représenté ici par les petites pyramides qui ont un but commun, et si une partie de ce but, c'est de tracer ou de loguer de l'information ou des événements,
et qu'il n'y a pas de confiance native. C'est-à-dire que la pyramide jaune n'est pas sûre que la pyramide mauve à côté ne va pas changer les données à un moment pour son bien à elle. À partir du moment où vous avez ce doute, la blockchain est utile. Alors, ce problème, on l'a déjà eu depuis la nuit des temps, le manque de confiance entre personnes. Alors, comment est-ce qu'on gérait ça en informatique avant? C'était simple. On alignait tout le monde sur Internet, un portail Internet, et puis vous aviez un endroit sécurisé avec un master de la data, donc une personne qui était en charge de la data, qui, la main sur le cœur, vous disait « personne n'a touché à cette data ». C'était le tiers de confiance, c'était la gouvernance centralisée, c'est la réponse classique à cette problématique. Ce que la blockchain apporte, c'est une stratégie, une architecture différente, où là, vous n'avez plus un seul point, tout le monde est interconnecté, la donnée est distribuée, le travail est distribué, c'est sécurisé par défaut, et donc déjà là, vous n'avez plus besoin de ce tiers de confiance. Ce tiers de confiance, en fait, est fait mathématiquement, parce que les mathématiques, la cryptographie, va vous garantir que la donnée est immuable. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été écrite, elle ne peut plus être modifiée. Donc, qu'apporte la blockchain? Déjà, vous n'avez plus besoin de ce tiers de confiance. C'est sécurisé par construction, par la crypto. C'est scalable, vous pouvez avoir plein d'utilisateurs différents, ça s'interface facilement, vous pouvez accéder à votre data, ça s'audite, ce qu'on verra tout à l'heure, c'est très évolutif. Donc en fait, c'est une technologie, un protocole, je vous rappelle, qui a en fait beaucoup d'avantages. Alors prenons l'exemple du Bitcoin que vous connaissez tous. Donc là, j'ai l'audace de vous dire, je vais vous expliquer le Bitcoin en un seul slide. Et puis comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de texte dessus. Quand on va parler de blockchain, imaginez un plan, comme une table. Dans le cas du Bitcoin, vous avez des pièces sur ce plan. Les pièces ne peuvent pas ni tomber et vous ne pouvez pas rajouter des pièces. Il y a un nombre fini de pièces sur ce plan. Par contre, les pièces peuvent bouger. Elles peuvent glisser sur la table. Tout autour, vous avez les utilisateurs. Les utilisateurs sont, dans le cas du Bitcoin, identifiés. Non, authentifiés, pas identifiés. Authentifiés, c'est-à-dire qu'on est connu par un login ou un password. Donc là, je suis Toto21. Personne ne sait exactement qui je suis, mais on connaît je suis authentifié. Et à droite, vous avez la blockchain qui est vide. Tout ce que la blockchain Bitcoin va faire, et elle ne fait rien plus que ça, c'est que si une pièce change de propriétaire, c'est-à-dire que si un utilisateur donne une pièce à un autre utilisateur, la blockchain va noter d'une façon immuable, inscrit dans le marbre, que à ce moment-là, ce token, cette pièce, est passée de telle personne à telle personne. Et si elle bouge encore, la blockchain va noter qu'après, donc là il y a un ordre chronologique, elle est passée de telle personne à telle personne. Et ainsi de suite. Donc comme vous pouvez voir, la blockchain ne fait que de la traçabilité, elle ne fait que suivre les mouvements des pièces. Il n'y a pas de numéro de compte, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de débit, c'est juste un changement de propriété d'un asset. C'est tout ce que ça fait, mais c'est déjà énorme. Maintenant, je vous propose de regarder rapidement quelques use cases sur différents usages de la blockchain. On va prendre un cas qui nous concerne tous, le cas du médical. Est-ce qu'on est dans le cas classique de la blockchain? Oui, je vais vous parler de docteurs, de patients, de pharmaciens, etc. Donc là, vous retrouvez la blockchain, qui est le plan. Là, par contre, vous voyez apparaître des petites clés. Les petites clés sont pour dire que dans ce use case-là, on est identifié. C'est-à-dire là, je suis connu par mon nom et mon prénom et mon numéro de sécurité sociale. Donc tout le monde sait qui je suis. Vous avez un docteur, un pharmacien, etc. En haut à droite, vous voyez ma donnée médicale. Donc comme vous pouvez voir, la donnée médicale n'est pas dans la blockchain. La blockchain n'est pas une database. La blockchain est un log d'événements, pas une database. Donc mes données personnelles, elles sont sécurisées dans un cloud, tranquille, vraiment sécurisé. Donc imaginez que je vais voir mon docteur. Ce que la blockchain va faire, c'est qu'avec mon identification, ma clé et sa clé, la blockchain va noter que maintenant, à 10h41, je suis Nicolas avec le docteur Tartampion. Et ça va être écrit une fois pour toutes. Ce sera uniquement là. Ça a été fait à ce moment-là, c'est écrit, on ne pourra plus, c'est indélébile. En même temps, ça va lui donner accès à mon historique médical en lecture et ma zone de comment on dit, prescriptions, non, prescription, les ordonnances, merci. La zone d'ordonnance en écriture. Il m'ausculte, il fait ce qu'il a à faire, et puis s'il écrit une ordonnance, l'ordonnance va être écrite là-bas, mais la blockchain va noter qu'aujourd'hui, en présence de Nicolas, il a écrit cette ordonnance,
Et la blockchain ne va pas sauvegarder l'ordonnance, elle va sauver une empreinte, une signature du document. Ce qui veut dire que si on lui montre 1 million d'ordonnances, la blockchain sera capable de dire c'est cette ordonnance-là qu'il a écrite. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je m'en moque, mais je peux vous dire que de toutes les ordonnances qu'il y a dans cette database, c'est cette ordonnance-là qu'il a écrite. Et de même, s'il regarde un document, la blockchain va noter quel document il a regardé. Elle ne sauvera pas le document, elle sauvera juste une empreinte. Ensuite, je vais voir le pharmacien. Pareil, la blockchain note une fois pour toutes que je suis avec ce pharmacien. Et si le pharmacien lit l'ordonnance, elle va noter « ce pharmacien, en présence de Nicolas, vient de lire cette ordonnance ». Encore une fois, l'ordonnance n'est pas stockée dans la blockchain. On ne stocke qu'une signature, qu'une empreinte, pour être capable de la reconnaître. Il me donne des médicaments, ça peut être écrit. Supposons que je ne me sens pas bien et 2 jours après, je vais aux urgences parce que je veux comprendre. Pourquoi est-ce que je suis toujours pas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Le pharmacien ne m'a pas donné les bons médicaments ? Pourquoi ? S'il n'a pas lu la bonne ordonnance ? Peut-être qu'il a lu la bonne ordonnance et que ce sont les bons médicaments, mais ça ne me fait rien. Pourquoi ? Parce que c'est le docteur qui a fait n'importe quoi. Mais pourquoi il a fait n'importe quoi ? Il n'a pas regardé les bons documents sur mon historique médical ? Peut-être que si, peut-être qu'il est nul. Ou peut-être simplement que j'ai fait une allergie. Le seul moyen de faire ça, de savoir ce qui s'est passé, c'est de lire dans la blockchain parce qu'elle a tout logué. Et là, il n'y a aucune chance de changer ce qui s'est passé. La vérité est écrite dans la blockchain. C'est de la traçabilité pure. Prenons un autre use case, un use case financier. Imaginez, vous avez des bons apporteurs, et là, vous avez 2 plans. Vous avez le plan de la blockchain qui va servir de traçabilité, et puis le plan financier, sur lequel, chaque fois que vous verrez une flèche, ce sera un vrai virement, un virement de compte à compte. Mais là, la blockchain ne gère pas du tout d'argent, elle ne gère que la traçabilité. Donc imaginez que cette personne achète ce bon, vous voyez la flèche, la blockchain va attendre que physiquement la banque de ce porteur paye la banque de l'émetteur du bon montant pour changer la propriété de ce bon. C'est-à-dire que la blockchain considérera que ce petit bonhomme-là est le nouveau propriétaire que lorsqu'il aura physiquement payé. C'est-à-dire que la blockchain va être dépendante d'un événement extérieur. Est-ce que le paiement a eu lieu ? Oui, non. Ah, le paiement a eu lieu, c'est bon, il est propriétaire. Donc la blockchain ne changera la propriété que sous l'action d'un événement extérieur, dans ce cas, un paiement. Une autre personne va en acheter un autre, pareil, elle va attendre que le paiement ait eu lieu pour changer l'ownership, la propriété du document, du bon apporteur. Et ce qui est super, c'est que même si maintenant on se vend entre nous des bons, ben ça marche pareil, parce qu'on se fait des virements pareils. Et la blockchain va attendre que les virements aient lieu pour changer le droit de propriété en fonction des différentes personnes. Et à la fin du mois, quand on doit payer les 5% de fees du bond, on a besoin de quoi ? On a juste besoin de savoir qui a été propriétaire, combien de temps. Ben, ça tombe bien. La blockchain, elle sait exactement qui a été propriétaire et combien de temps. Et en plus, elle est liée au monde des virements. Ben, c'est facile. La blockchain va générer elle-même les ordres de virement. Elle va dire à la fin du mois, toi, tu as eu ce bon-là 12 jours, donc tu as 12 sur 30 fois le bon. Et voilà. Donc ce que vous avez des fois entendu parler comme étant des smart contrats ou des choses comme ça ressemble un petit peu à ça. Ce n'est pas très smart, ce n'est pas des contrats, mais c'est très pratique au niveau automatisation et sécurité. Et au moment du rappel, pareil, la blockchain attendra que la banque rachète le bon pour changer d'ownership. Maintenant, un dernier use case. Je vous ai parlé de traçabilité. On va prendre la traçabilité industrielle. Donc imaginez ici, je suis un fabricant. Donc, je travaille avec un fournisseur de matières premières, un premier fabricant. Moi, je fabrique les produits finis. J'ai un transporteur, un revendeur et un consommateur. Tous les rectangles sont les systèmes d'information des gens. Et le seul moyen de faire de la traçabilité, c'est de casser tous ces jolis petits parallépipèdes très sécurisés pour échanger de la data. Ce que personne ne veut faire, c'est trop risqué. Donc, ce que propose la blockchain, c'est de créer un plan qu'on met au-dessus, autour duquel on va autoriser les participants à écrire et lire, et on va juste créer de tout petits API pour permettre à chacun de pousser l'information qu'ils veulent et de récupérer l'information dont ils ont besoin. Donc ils restent maîtres entièrement de leur data, c'est eux qui poussent ou c'est eux qui lisent. Et ça permet de faire une traçabilité totale. Et l'avantage, c'est que si j'ai un problème avec mon transporteur, c'est pas grave, je révoque ses droits, je casse l'API, je prends un autre transporteur, je crée l'API, je lui donne des droits et je continue. Je reprends exactement là où je me suis arrêté. Et donc la traçabilité du produit est pérenne dans le temps, quels que soient les changements de participants dans ma chaîne. Et si ça marche pour le manufacturing,
En changeant les mots, ça marche pour le pharmaceutique et ça marche aussi, bien évidemment, pour la nourriture. Et je passe la main à Antoine. Merci Nicolas. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Giros, je suis directeur du développement de nos activités agroalimentaires chez Bureau Veritas. Et aujourd'hui, je ne vais pas trop vous parler de blockchain et de détails techniques. Ce serait assez inconfortable après une prestation comme celle de Nicolas. Je vais vous parler d'un cas d'usage qu'on a monté ensemble en partenariat, Worldline et Bureau Veritas, sur la traçabilité produit dans l'agroalimentaire. Donc avant de commencer, je voudrais vous dire un bref mot sur Bureau Veritas, juste pour que vous sachiez ce qu'on fait. Je ne suis pas certain que tous vous êtes capables de situer exactement nos services. En revanche, ce qui est sûr, c'est que tous, depuis que vous êtes levés ce matin, il y a quelques heures, vous avez touché un objet ou utilisé un objet qui a été inspecté, audité ou testé par les équipes de Bureau Veritas. Notre marché sur lequel on est leader s'appelle le marché du TIC, TIC, Test, Inspection, Certification. Ce qui veut dire, pour faire simple, grosso modo, on a deux métiers. On a un métier où on a des hommes qu'on envoie chez nos clients pour aller auditer, certifier ou inspecter. Donc ça veut dire qu'on a récemment la U-Arena qui a été construite, le stade à la Défense. On a un expert qui vient assurer la sécurité, la qualité au moment où le toit est posé sur la salle. Et puis le deuxième, et puis on fait évidemment toutes les certifications que vous connaissez, les certifications ISO sur des normes de qualité environnementale, etc. Et notre deuxième métier, c'est un métier où nous avons des laboratoires partout dans le monde pour tester les objets. Donc cet écran de télévision a été testé dans un laboratoire pour vérifier qu'il n'allait pas exploser au milieu de cette présentation. Pareil pour ce spot. On teste des échantillons alimentaires pour vérifier la présence, enfin, la valeur nutritionnelle des aliments, la présence de pesticides, d'antibiotiques, etc., etc. Les jouets sont testés dans nos laboratoires pour vérifier que si l'enfant le met à la bouche, il n'y a pas de produits toxiques, etc. Donc ça, c'est notre métier. On le fait partout dans le monde, dans 140 pays. On le fait sur tous les marchés. L'agroalimentaire, qui est le marché sur lequel je travaille, le l'oil and gas, l'automobile, l'électricité, etc., etc., la construction. Et on sert tout type de clients, des petits, des moyens, des gros, partout dans le monde. Et on fait à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, c'était juste pour que vous sachiez ce qu'on fait. Et puis maintenant, ce que je voudrais, pour vous parler de ce cas d'usage qu'on a monté ensemble avec Worldline, je voudrais pas trop vous parler de technologie, comme je vous le disais, et je voudrais mettre au centre de la discussion quelqu'un qu'on connaît bien, tous, puisque nous tous, nous le sommes. Je voudrais mettre le consommateur au centre de la discussion pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a créé cette solution, ce cas d'usage reposant sur la blockchain de traçabilité. Le point de départ de notre réflexion, c'est le consommateur final qui aujourd'hui recherche dans son mode de consommation beaucoup plus de transparence. Il a besoin de connaître l'origine des produits, il a besoin d'avoir de la visibilité sur les étapes de production de la chaîne de valeur. Et c'est ce qu'il recherche. On le voit, le consommateur va de plus en plus s'approvisionner directement chez le producteur sur des circuits courts. Il y a de plus en plus d'allergies qui se développent chez les consommateurs. Il y a un besoin de connaître exactement les étapes de production, la composition nutritionnelle, etc. Donc on essaye d'apporter une réponse à cette tendance de marché. Et ce besoin de transparence, il existe chez le consommateur, mais il existe aussi à toutes les étapes de la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la distribution. Et on l'a vu récemment, il y a encore des scandales alimentaires. En France, on l'a vu avec le lait infantile récemment, mais c'est peu par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays. En Afrique du Sud, il y a quelques mois, il y a eu des centaines de morts pour un cas de listeria. Donc, il y a aussi, du côté des différents acteurs de la chaîne, un vrai besoin de meilleure maîtrise de la chaîne, de meilleur contrôle, de meilleure transparence. Et notre réponse face à ces besoins de toute la chaîne, notre réponse, c'est une traçabilité au niveau du produit, c'est-à-dire qu'on vient marquer les produits avec un QR code pour donner la preuve au consommateur de l'origine du produit et des différentes étapes de production. L'intérêt pour nous, et ça c'est notre obsession à Worldline et Bureau Veritas, c'est de venir apporter un bénéfice à l'ensemble des acteurs de la chaîne. Et ça, je pense que c'est un point vraiment très important quand on parle d'un cas d'usage blockchain.
l'objectif d'une blockchain, c'est d'avoir l'ensemble des participants d'une chaîne qui participent sur un système blockchain partagé. Et pour ça, il faut que chacun y trouve un bénéfice. Donc pour le consommateur, on en a parlé, c'est très clair et c'est évident, il y a de la transparence, donc il en a besoin. Et pour chaque acteur, il faut qu'il y ait un bénéfice. Donc pour les gros acteurs, c'est très clair, ça permet un meilleur contrôle et ça permet aussi d'optimiser les rappels produits en cas de crise alimentaire. Mais ce qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que c'est un système de traçabilité qui ne s'adresse pas qu'aux gros faiseurs, pas qu'aux gros industriels, pas qu'aux gros distributeurs, mais également aux petits producteurs. Vous êtes un petit producteur en amont de chaîne, petit producteur de pommes. Ce système de blockchain va être pour vous un véhicule d'information vous permettant de démontrer vos bonnes pratiques de production à votre client, à vous. Et parce que chacun y voit un bénéfice, parce que chaque acteur y voit un intérêt, alors on est en capacité de convaincre chaque acteur de la chaîne de participer. Évidemment, un système de traçabilité, il faut quoi? Que tout le monde accepte de participer. Donc là, je vous ai mis un exemple, je passe vite parce que l'heure tourne, mais vous voyez que c'est un exemple qu'on a récemment déployé sur la chaîne alimentaire du thon. Depuis la pêche au milieu de l'océan Pacifique jusqu'à la boîte de conserve de thon que vous pouvez trouver en supermarché, on est capable à chaque fois qu'un lot arrive chez un acteur de savoir exactement d'où il vient. Et au final, au supermarché, vous avez votre QR code, vous scannez la boîte de thon et vous savez quand le thon de cette boîte-là a été pêché. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça en partenariat? Worldline, j'insiste pas, Nicolas en a parlé, ce sont des spécialistes de la blockchain avec une expérience B2B2C. Un point très important sur les blockchains, on parle beaucoup de blockchain qui règle les sujets de traçabilité. La raison pour laquelle on s'est mis en partenariat, c'est qu'on pense qu'il faut ajouter 2 points essentiels sur lesquels Bureau Veritas est légitime. Le premier point, c'est l'organisation des règles de gouvernance. Qu'est-ce que c'est qu'un système blockchain? C'est un système distribué, donc partagé entre différents acteurs d'une chaîne. Il est nécessaire d'avoir une tierce partie indépendante, c'est notre métier, capable de définir les règles de gouvernance, quelles sont les données qu'on va partager, avec quel niveau de confidentialité, etc., etc. Et ça, c'est notre rôle. On a une connaissance de chaque chaîne de valeur et on est en capacité d'organiser ces règles de gouvernance. Le deuxième point très important, c'est la validité de la donnée qu'on envoie dans la blockchain. Bon, on a une blockchain, comme l'expliquait très bien Nicolas, elle permet techniquement la traçabilité d'un produit passant de différents acteurs à différents acteurs. Mais comment nous assurer que l'information que l'acteur envoie dans la blockchain est la bonne? Comment nous assurer que quand il dit qu'il pêche 15 tonnes de thon, il a bien pêché 15 tonnes de thon et pas 8? Donc il y a des contrôles de cohérence qui peuvent être automatisés dans la blockchain, mais néanmoins, il est essentiel et crucial d'avoir une connaissance métier, de pouvoir identifier les zones à risque et d'y conduire des audits sur site physique. Et nous, notre métier, c'est qu'on a des auditeurs partout dans le monde qui peuvent le faire. Et donc c'est la combinaison du meilleur de la technologie et de la connaissance métier et de la capacité à faire ces audits qui rend au final un système complet, pertinent et fiable pour les utilisateurs. J'avais un slide un peu technique sur la blockchain, mais j'insiste pas. Je pense qu'on va garder un peu de temps pour les questions-réponses. Si vous voulez de toute façon plus d'informations, vous avez un site web dédié, origine.bureauveritas.com, mais je pense qu'on va garder un peu de temps pour les questions plutôt. Donc, la blockchain est génératrice de confiance, mais comment s'assurer que vos partenaires écrivent éventuellement donc des informations juste dans la blockchain? C'est exactement là. Voilà, donc je résume, mais pour faire simple, il y a 2 moyens. Un, il y a quand même des contrôles de cohérence, c'est-à-dire que si vous dites dans une blockchain, j'ai pêché 15 tonnes de thon, et qu'au moment où vous débarquez votre stock physiquement au port, vous n'avez que 8 tonnes, la blockchain va mettre un système d'alerte automatique. Et après, nous, notre métier, c'est de faire des risk assessment. On sait qu'il y a des endroits de l'étape de pesée calibrage, quand on fait le thon, est particulièrement sensible. On envoie des auditeurs sur site pour donner de la confiance dans la donnée qui est mise dans la blockchain. Ouais. Il y avait une deuxième question. C'est donc à chacun de sécuriser sa clé d'identification pour des données sensibles. Nous sommes là conscients que le risque ne va pas tenir à l'époque.
des diligences. Non, en tout cas, comme tout système digital sécurisé, il y a une clé, il y a quelque chose qu'on connaît, tout comme un coffre-fort, il y a une clé dessus. Donc à partir du moment où il y a une information sécurisée, il y a une clé, et c'est effectivement soit à chacun de protéger sa clé, soit de prendre un service pour protéger la clé, tout comme par exemple à la banque, vous avez une clé, mais vous n'êtes pas le seul à avoir une clé, il y a aussi la banque qui a une clé, et vous avez confiance en la clé. Donc on peut aussi faire appel à des tiers de confiance pour la gestion des clés, mais là on parle bien, c'est deux choses différentes. C'est un qui est gestion des credentials et l'autre c'est gestion d'information. J'ouvre pour une dernière question, si quelqu'un a une question à poser. Oui? C'est bon? Alors, plusieurs réponses à votre question. J'ai 30 secondes. La première, c'est qu'évidemment, nous, on ne peut pas mettre des auditeurs partout sur la chaîne, ça coûterait trop cher, donc ça ne marchera jamais. La deuxième réponse, et je pense que c'est celle-là qu'il faut retenir, c'est tout le monde va avoir intérêt à dire la vérité le plus possible, parce que si vous donnez une information fausse, on peut remonter jusqu'à vous. Donc si vous fraudez, on va le savoir. Et si vous fraudez, vous allez être de facto auto-exclu du système de blockchain. Donc c'est ça, ça va se réguler tout seul comme ça. De toute façon, il y a deux types d'erreurs. Il y a l'erreur involontaire et l'erreur volontaire. L'erreur volontaire, et de toute façon, sera sanctionnée parce que chacun écrit avec son sang, donc il ne peut pas dire « je ne l'ai pas dit » ou « c'est pas, j'ai pas... » Non, je ne voulais pas mettre de cheval dans les lasagnes. Il ne peut pas parce qu'il a dit qu'il avait... Voilà. Et pour les cas d'erreur, une erreur bête, je me suis trompé, la blockchain, elle est immuable, certes, mais comme ça passe d'étape en étape, l'étape d'après fera erratum. Ce n'était pas 12 tonnes, en fait, c'est bien 8 tonnes, je me suis trompé, j'ai mal tapé, c'est moi, c'est pas grave. Donc il y aura une incohérence, mais le système sait gérer l'incohérence en disant le système accepte cette différence, elle a été, et on sait aussi, attention, c'est une erreur, mais c'est une erreur, tu t'es trompé une fois. Donc on n'oubliera jamais que tu t'es trompé une fois. On trace l'erreur. Très bien, Merci. On va en rester là. Donc merci à Worldwide et au Bureau Veritas.